comme c'était un dogme, il a peut-être été un peu fort, à savoir que tout est parti des études de Ansel Keys, qui n'avait jamais montré que des corrélations assez faiblardes d'ailleurs. Et une fois que c'est parti comme ça, c'était la période où il fallait lutter contre les maladies cardiovasculaires, et de fort bonne foi, et peut-être également parce qu'il fallait trouver des ennemis, ils ont été nommés, avec un peu de force. Si vous regardez bien les études qu'il y a eu depuis, certaines confirmaient, d'autres ne confirmaient pas, d'autres montraient des relations inverses. Ce qui veut dire que les chercheurs type École de santé publique de Boston ont dit faudrait quand même regarder de très près au niveau de méta-analyse ce qui se passe depuis ce temps-là. Et les premières méta-analyses qui sont sorties ont dit on ne voit rien. Donc c'était Siritarino 2010, puis Arcombe, etc., Chowdhury et les autres. Et finalement, l'unanimité, quasi-unanimité en tout cas, a dit non, au niveau des méta-analyses, il n'y a pas de lien entre les acides gras saturés et les maladies cardiovasculaires, dans un domaine raisonnable d'apport. Mais ça prouvait bien que ce que nous on disait en recherche depuis toujours, mais pas en épidémiologie, ça ne peut pas être un poison, ça peut au plus être un excès. Il y a saturé et saturé, et on pointe du doigt celui qui va cumuler les origines exogènes, si on en mange en excès, et celui qui cumule également les origines endogènes, on le fabrique avec tout excès de sucre et d'alcool dans l'espèce humaine, et qui conduit au même acide gras, c'est l'acide palmitique. Il n'est pas mauvais par lui-même, mais il est forcément celui qui s'accumulera si on mange trop de tout, et y compris d'autres choses que des lipides, donc je parle clairement des sucres et de l'alcool par exemple. Et du coup, le focus se fait sur l'acide gras saturé qui posera problème par suralimentation générale, ce sera l'acide palmitique parce que la nature le concentre. Les végétaux font pareil, les animaux et les bactéries aussi. L'acide palmitique est le fuel banal de tout ce qui vit sur Terre. Alors dans les sources alimentaires d'acide gras saturé, il y a les viandes, il y a les produits végétaux, il y a les produits laitiers. Quand on regarde tout ça, donc aucun n'est mauvais. Par contre, l'accumulation, comme je l'ai indiqué précédemment, de certains peut être péjorative dans les maladies de pléthore. Il se trouve que les matières grasses laitières ont, pour les acides gras saturés, le profil le moins mauvais. C'est-à-dire que c'est un harmonieux mélange qui commence à C4, saturé très court, C6, C8. Il y a du palmitique, donc doucement, et il y a aussi des plus longues. Cette composition est harmonieuse, donc c'est une très belle composition. Si on compare par exemple avec l'huile de palme, dont je ne dirais pas de mal parce que c'est une huile totalement comestible, il n'y a aucun danger d'aucune sorte, son nom a donné le nom de l'acide palmitique, celui dont on craint l'excès, et sa composition en saturé, elle est monolithique. Il y a quoi dans l'huile de palme? Du palmitique. Et donc, si on compare par exemple l'usage de l'huile de palme pour faire des gâteaux, des viennoiseries, des produits finis, et l'usage de la matière grasse laitière pour ces mêmes gâteaux, eh bien, il vaut mieux avoir le profil saturé de la matière grasse laitière que le profil saturé de l'huile de palme, ou d'une graisse, alors qu'on ne trouve pas dans les gâteaux, d'une graisse animale telle que ce qu'on trouve dans la charcuterie, qui est en gros la même chose que dans l'huile de palme. Donc, les sources de matière grasse qui contiennent des saturés arrivent en tête largement bénéficiaires les matières grasses laitières du fait de leur composition harmonieuse. Les acides gras saturés des produits laitiers sont intéressants parce que justement dans la matière grasse laitière, cette composition spécifique en saturé apporte des courts, des moyens, des longs et donc un harmonieux mélange par rapport aux autres sources qu'on peut trouver dans le domaine végétal ou dans le domaine des charcuteries par exemple. Donc le mélange harmonieux permet un certain type de fonctions que dans la recherche on connaît bien. Par exemple, ça permet d'améliorer la conversion des polyinsaturés entre eux, genre précurseur oméga 3 vers les dérivés. Et donc on a plein d'arguments pour attribuer à chaque fonction des acides gras saturés du lait. Et comme ils sont nombreux, on a des fonctions à peu près pour tous. C'est vrai que quand un chercheur parle de nutrition, on parle de nutriments, donc des molécules qui composent les aliments. On ne mange pas des nutriments, on mange des aliments qui, par nature, ne sont jamais totalement équilibrés puisqu'ils contiennent des tas de nutriments. Et le niveau d'équilibre requis, c'est par le menu, c'est-à-dire la somme des aliments et non pas, évidemment, tel ou tel bon ou mauvais aliment. Et donc, quand on étudie la physiologie de la nutrition, il n'y a pas de doute que l'étape aliment,
que certains appellent l'effet matrice, compte aussi énormément pour les observations physiologiques et donc santé et donc épidémiologiques qu'on observe après. Donc l'effet aliment, c'est à la fois de la composition, des formes d'apport et des complémentarités entre acides gras certes, mais aussi vis-à-vis d'autres composants nutritionnels, par exemple des minéraux ou tel type de vitamines, ou les formes moléculaires un peu plus élaborées, triglycérides, phospholipides. Vu les nouvelles données précisément sur les acides gras saturés, il fallait revoir les recommandations. C'est tout le mérite de l'ANSES de les avoir suscitées en 2010. Et donc, concernant les saturés, la petite révolution qui marquait la fin d'un dogme, c'est de dire, on ne les considère plus en bloc, puisque certains sont plus intéressants que d'autres, qui sont moins intéressants uniquement d'ailleurs par leur excès. Donc l'avenir des recommandations d'acides gras saturés, c'est comme l'avenir des recommandations en polyinsaturés il y a 30 ans, c'est-à-dire lesquels, et précisons. Pour l'instant, on n'a pas de données spécifiques pour dire acide gras saturé par acide gras saturé combien il faut en consommer, mais on a au moins pu déjà exploser le groupe saturé en sous-groupes, les courts et les moyens, plutôt à recommander à la hausse. Le palmitique, le limiter, dans l'esprit du vieux dogme d'ailleurs, c'est-à-dire pas trop, quoi. Et puis un peu plus loin, le stéarique par exemple ne pose pas de problème et peut permettre aussi d'éliminer les derniers trans qu'on aurait dans l'alimentation de type industriel. Et donc finalement, ces recommandations vont devenir de plus en plus spécifiques, mais ça veut dire que le total des saturés va gagner quelques points. C'est ce qu'on a fait à l'ANSES. En étant plus strict sur l'acide palmitique, celui qui pose problème, malgré tout, on a donné un tout petit peu d'air pour quelques pourcents de plus sur les acides gras saturés courts et à chaîne moyenne. D'où la fameuse évolution du 8-10 vers le 12% d'énergie totale, qui peut être vue comme une augmentation, alors qu'en fait c'est une contrainte plus forte pour ceux dont on craint l'excès, mais c'est une ouverture pour ceux dont on gagnerait à manger un petit peu plus. Ces recommandations ANSES, elles ont été très originales, effectivement, et il serait souhaitable que d'autres pays, et qu'on va commencer par l'Europe et l'EFSA, puissent les suivre pour mettre enfin un terme à ces vieux dogmes qui, au pire, n'ont servi à rien. L'ANSES a eu le mérite de faire ces nouvelles recommandations avec un chapitre important sur les acides gras saturés. Et on était à l'époque très précurseurs et il serait souhaitable que d'autres pays, en particulier au niveau européen de l'EFSA, puissent aussi en faire dans ce sens ou s'en inspirer, y compris d'ailleurs éventuellement aux États-Unis, pour mettre fin à un dogme, à un vieux dogme qui au mieux n'aura servi à rien.